Je vais donc échanger avec les panélistes durant les 45 prochaines minutes et après nous allons vous donner la parole. Durant la série de questions-réponses, j'inviterai ceux ou celles qui prendront la parole à se présenter en donnant les noms, en déclinant la perspective à partir de laquelle ils s'exprimeront devant cette auguste assemblée. Depuis quelques semaines, la problématique du dialogue avec les groupes terroristes cristallise l'attention politico-médiatique. Les différentes prises de position du point de vue identifient un certain nombre de dangers qui pourraient faire tendre soit vers l'option d'un dialogue ou l'option d'un non-dialogue. Mieux comprendre les enjeux d'un dialogue ou d'un non-dialogue avec les djihadistes, identifier les principaux acteurs et partis et appréhender les liens entre eux et les perspectives d'évolution des dynamiques. Identifier les différentes initiatives déjà prises par certains acteurs et les objectifs visés. Voici donc des angles que nous allons tenter d'aborder aujourd'hui au cours de ces conversations. Notre premier invité, il est à ma droite, M. Boubacar Ba, il est chercheur et il travaille sur les questions sécuritaires au Mali avec un accent tout particulier sur les dynamiques conflictuelles au centre du Mali. Boubacar Ba, merci et bienvenue. Merci. Notre second invité est Dr Ali Tunkara, également chercheur. C'est une voix qui nous est familière, notamment sur les médias nationaux et internationaux. Dr Tunkara travaille sur les questions de paix et de sécurité. Il est un des spécialistes des questions sécuritaires au Collège sahélien de défense et de sécurité. Dr Tunkara, merci et bienvenue. Merci. Notre troisième et dernier panéliste était un analyste, il n'est plus à présenter, il travaille sur les questions de gouvernance et de sécurité. Il a justement publié quelques articles sur la problématique du dialogue avec les groupes terroristes, vous l'avez compris. Mon voisin immédiat, Baba Diakono, bonjour, merci et bienvenue. Merci. Sans plus tarder, on entre dans le vif du sujet. Ma première question s'adresse à M. Ba. Quels sont aujourd'hui les principaux acteurs de la sécurité, leurs mobiles intérêts ainsi que leurs capacités? D'accord. Merci beaucoup. D'abord, je ne sais pas, hein, vous avez dit groupe terroriste. Il faut qu'on se comprenne un peu, parce que c'est un mot que vous employez, mais qui est très polysémique. Hein. Et c'est une question de perception. On est dans un débat où la problématique, elle est guidée par la perception. Donc, vous dites groupe terroriste, moi je dis groupe insurrectionnel, ou groupe armé. Tout dépendra de votre lecture et de votre viseur. Et par rapport à votre question, les acteurs et les mobiles, très honnêtement, depuis 2012, le Mali est entré dans une crise complexe, institutionnelle, sécuritaire et humanitaire, qui est l'aboutissement à une série de crises. Et vous avez vu un peu comment divers groupes armés, des milices locales, communautaires, des groupes dits djihadistes ou moudjahidines se sont implantés dans le pays. Donc on peut aller très loin, hein, c'est une multinationale de groupes d'acteurs qui se sont retrouvés dans le pays, en passant par le Moyen-Orient, la Libye, l'Algérie et le nord du Mali et après dans le centre du Mali. Maintenant, on parle du sud du Mali. On parle de Katiba dans le sud du Mali et même dans le Sahel occidental. Donc il y a vraiment des groupuscules structurés, organisés qui occupent le pays. Il y a aussi des milices d'autodéfense qui sont nées en 2016, 17, 18, qui se retrouvent dans les zones exondées est, c'est-à-dire le Haïré, la zone du Gourma central, la zone aussi de Seno, et puis du côté ouest aussi, si vous regardez un peu tout ce qu'on appelle le MEMA et le Sahel. Donc le pays aujourd'hui encerclé par des groupuscules communautaires. Donc il y a une militarisation et communautarisation de ces groupes. Leur mobile, c'est vraiment mettre le désordre dans le pays parce que l'État a un peu abandonné des parcelles de sa souveraineté et nous nous retrouvons dans une situation de non-droit, de zones grises depuis le nord, hein, les zones de Taïkaren, du Témétrine, jusqu'aux abords, je m'excuse, de Bamako aujourd'hui.
Donc voilà une situation quand même très complexe de groupes interconnectés du niveau national au niveau international. Alors, Docteur Toukara, je me tourne vers vous. Quelles sont les évolutions actuelles de la situation sécuritaire au Mali et pourquoi c'est pertinent, pourquoi c'est si important d'aller discuter avec les acteurs de la sécurité? Merci pour la question. C'est vrai que M. Ba a bien fait de rappeler pour comprendre cette insécurité. D'emblée, il faut garder à l'esprit qu'un seul phénomène ne suffit pas. Il faut forcément une interaction entre les phénomènes. On a affaire avec des gens qui se battraient au nom des référentiels musulmans. Vous pouvez les étiqueter terroristes ou certains djihadistes. De même aussi d'autres acteurs qui sont dans la criminalité organisée. Aussi des acteurs qui sont dans la migration irrégulière, il ne faut quand même pas l'occulter, notamment toutes les régions du nord du Mali, de Gao jusqu'à Kidal. On a des Maliens en complicité avec d'autres acteurs non maliens, à certains égards, qui aideraient tous ces candidats à la migration clandestine. Au-delà de ces acteurs aussi, Ba l'a bien rappelé, ces questions de conflit locaux, notamment au centre, qui ont fondamentalement pour mobile la question d'accès, la gestion des ressources naturelles, la ressource naturelle, la question du foncier au centre par exemple, et de même également la manière aussi dont la justice locale est distribuée, au-delà même de la justice étatique. Si vous regardez un peu nos différentes aires culturelles ou nos différentes entités sociales, l'organisation sociale, à certains égards, elle est quand même discriminatoire. Il y a tout un pan d'acteurs qui seraient exclus au nom même de l'organisation sociale. Et même comment comprendre aujourd'hui les dynamiques auxquelles ces différents groupes font l'objet, serait s'il y a une nouveauté, c'est d'assister de plus en plus à une sorte de nationalisation de la violence. En termes simples, on a de plus en plus de Maliens qui évolueraient sous les différentes katibas, que ce soit des hommes qui se reconnaisseraient en Amadou Koufa, ou ceux d'Yadagali, ou d'autres également, même de l'État islamique. Donc là, cette endogénéisation, le fait de plus en plus on a les locaux, les nationaux qui sont engagés dans l'action violente, ça rend la saisie encore plus complexe. Pourquoi la saisie est complexe? Parce que le phénomène est évolutif. Si vous regardez les acteurs qui étaient à l'origine de l'insécurité en 2012 et de voir aujourd'hui les dynamiques conflictuelles, vous allez vous rendre compte qu'il y a des mutations extrêmement importantes, tant au niveau des profils chez ces acteurs, et de même également les poches. Par la vie, on n'est quand même pas à l'abri, même étant dans ici, y compris quelques incursions qu'on assiste également pour le long du sud du pays. Mais en somme, pourquoi, effectivement, est-il aujourd'hui important de déclencher ce dialogue avec les groupes radicaux violents? Je pense qu'avant de parler de dialogue, déjà, une des exigences qui se poserait à l'État du Mali, c'est d'abord l'identification d'acteurs. Parce que quand on met tout sous la bannière religieuse, déjà, je crois que le début, le diagnostic est mal posé. Parce que beaucoup d'attaques, certes, sont peut-être au nom du référentiel musulman, mais quand vous creusez à fond, vous allez vous rendre compte qu'il y a quand même de plus en plus des acteurs locaux qui sont dans la criminalité organisée, pour tous ceux qui ont fait au Watabouna, en Songo, voilà, une bonne partie même ici. Vous avez des Maliens qui sont dans des questions logistiques pour se mouvoir d'une localité à une autre. On passe par ces acteurs. Donc, toute cette question d'économie criminelle aussi. Est-ce que ces acteurs sont-ils intéressés par le référentiel musulman? Je ne pense pas. Tout cela aujourd'hui qui serait dans la migration clandestine, l'islam c'est le dernier souci. C'est là également qui se battait au nom de cette criminalité transfrontalière. Donc en somme, avant de parler d'un quelconque dialogue avec les groupes radicaux violents, de toutes sortes d'obédience, il serait extrêmement important qu'on sache avec qui avons-nous affaire. Il me semblerait que de 2012 à aujourd'hui, ce travail n'a pas été sérieusement mené parce que on a cette impression de tout réduire au seul référentiel musulman. Or, quand vous questionnez un peu les textes sacrés, c'est vrai, les différents instruments qui sont envoyés via les réseaux sociaux, quand on les écoute ça et là, on se rend compte que
Ces différents enregistrements, certes, questionnent le religieux, mais pas que le religieux. Ils questionnent aussi quand même le foncier, ils questionnent dans ce qu'on pourrait qualifier ces questions de clichés ou de préjugés entre les communautés. Donc, pour vous dire que dans le contexte malien, il est extrêmement difficile justement de déclencher un tel dialogue parce que le contenu va poser problème. On ne sait pas. Est-ce que des gens qui se battraient à Souboundou pour des questions liées au foncier, vous voulez leur parler du Coran, vous voyez que ça ne tient pas. Des gens qui se battraient à Farabougou pour des questions liées à l'accès aux champs ou à la mobilité pour participer à des différentes foires, vous voulez parler de la charia, je ne penserais pas que votre offre serait pertinente. Donc, vous dites que les camps maliens, je ne dirais pas qu'il est le seul au monde, mais il me paraît quand même étrange. De cette dimension étrange de la situation malienne, l'usage des termes dialogue avec seulement les groupes radicaux se référant à l'islam me paraîtrait un usage biaisé. Monsieur Takouno, alors, quelles sont les réponses jusqu'à présent été apportées, qui étaient la nature de ces réponses? Est-ce qu'une appréciation peut déjà être portée sur les dilemmes du dialogue, Merci M. Khan pour cette question. C'est vrai qu'au regard aujourd'hui de la croissance de l'insécurité, de l'expansion pratiquement tout le pays, au-delà, dans une bonne partie de la région sahélienne, on a l'impression qu'il y a une inertie en phase de développement de cette insécurité. La vérité, c'est qu'il n'y a pas d'inertie, il y a de nombreuses initiatives, il y a des réponses qui ont été déployées depuis 2012. Mais quand on a une compréhension limitée d'un problème, les réponses qu'on apporte au mieux des cas n'ont pas d'effet, sinon dans le pire, ce sont des réponses qui exacerbent un peu la situation. Et c'est ce qu'on constate aujourd'hui, généralement dans le Sahel, et particulièrement au Mali, qui est considéré comme un peu l'épicentre de cette insécurité que la région connaît. Et qui, comme cela a été rappelé par M. Ba et le Dr Toukara tout à l'heure, cette insécurité est caractérisée par une confluence de plusieurs menaces. Aujourd'hui, c'est vrai que la tentation est grande de réduire toute l'insécurité à l'activisme des groupes qualifiés de terrorisme, mais la vérité, c'est que la menace, elle est multiple. Elle se manifeste par la violence liée aux conflits locaux. On l'a observé d'ailleurs en 2019, conflits locaux qui avaient atteint le pic de la violence avec les événements tragiques à Osago, à Sobanda. Mais ce n'est pas le seul phénomène aujourd'hui qui alimente l'insécurité. On a également la criminalité organisée. Le Sahel, de façon historique, est une zone de trafic. D'ailleurs, quand on parle de trafic, c'est bien entendu de notre point de vue, d'un point de vue normatif, de qualifier ces activités de trafic. Quand on discute avec certaines communautés établies dans ces localités, les questions, ce que nous on qualifie de trafic, est pour ces communautés une activité économique. C'est une activité économique comme moi. Je ferais du commerce de sel ici à Bamako ou ailleurs. Donc c'est aussi important quand on parle de cette insécurité, des phénomènes qui l'alimentent, qu'on prenne en compte le point de vue et aussi le sentiment, la perception des acteurs qui vivent cette insécurité-là vis-à-vis des phénomènes que l'on catégorise ou même souvent qu'on labellise. Et la labellisation, c'est aussi les groupes qualifiés de terroristes qu'on met très souvent pour une aisance de compréhension dans certaines catégories qui correspondent très souvent ou sont décalées avec comment les communautés, elles, qualifient ces différentes catégories. Ceci étant dit, donc on est d'accord que la menace, elle est multiple, elle se manifeste à plusieurs égards, mais dans tous les cas, c'est une insurrection armée. C'est une insurrection armée qui se manifeste par le rejet de l'État, le rejet du modèle de gouvernance, et qui a pour animateurs des individus, des communautés, qui soit se sont retrouvés dans le cadre de groupes d'autodéfense et de milices donc impliqués dans les conflits locaux, ou qui se sont retrouvés dans les groupes qualifiés de terroristes pour rejeter le modèle de société incarné par la présence d'une justice perçue comme inefficace, inéquitable, un accès très limité aux services sociaux de base, une inéquité d'ailleurs dans cette distribution. Donc, dans tous les cas, il s'agit d'une insurrection armée. Et face à cette insurrection armée, la réponse principale qu'on a apportée, c'est une réponse militaire, incarnée d'abord par la campagne militaire franco-africaine lancée depuis la mi-janvier 2013, qui à travers l'opération Serval et la MISMA, et qui se sont transformés plus tard, s'agissant de l'opération Serval, en opération Barkhane pour rentrer le Sahel, et la MISMA qui s'est après versée dans la MINUSMA.
Et plus tard, en 2017, on a également la force conjointe du G5 Sahel qui avait été mise en place et qui était une composante, une réponse militaire d'une initiative plus ancienne qui, elle, visait plutôt à coordonner les actions politiques dans le G5 Sahel, parce que je crois que pour la plupart des acteurs, les problèmes au Sahel, quelle que soit leur manifestation, je parle des différentes crises, qu'elles soient sécuritaires, sanitaires ou économiques et même politiques, sont en fait les résultats des défaillances de la gouvernance et de la fragilité de ces États-là. Donc je pense que pleine conscience de cette dynamique-là, la réponse politique à travers le G5 Sahel, donc le secrétariat permanent a été mis en place. Et je rappelle, pour la petite histoire, que le G5 avait son programme d'investissement prioritaire depuis 2014-2015, mais qui n'a pas bénéficié de la même attention politico-médiatique au plan international que la force conjointe du G5 Sahel, qui elle aussi n'est autre chose que la réponse voulue par les États de la région depuis 2012. En 2012, quand on mettait en place la MISMA et puis après les débats sur une présence des Nations Unies au Mali pour contenir la menace, la réponse voulue par les chefs d'État de la région à l'époque, c'était une force africaine qui serait adossée au chapitre 7 des Nations Unies. Donc, qui n'allait plus se soucier des besoins de financement, des limites de moyens que les États de la région connaissent, mais qui allait être composée d'hommes, de femmes qui sont issus de la région, qui connaissent les dynamiques et qui sont plus en même d'être déployés. En un mot, donner un visage un peu sahélien à la réponse militaire. Malheureusement, ça n'a pas prospéré et on est chaque fois étonné de voir l'enthousiasme aujourd'hui de certains pays qui étaient opposés à cette réponse, à enthousiasme vers la force conjointe du G5 Sahel. Mais tout ça pour dire qu'il y a eu une focalisation des réponses au niveau, sur le plan militaire. Même les rares fois, je l'ai dit par rapport au G5 Sahel, et l'exemple national au Mali, c'est le plan de sécurisation intégrée des régions du centre, qui avait une ambition large au-delà des questions sécuritaires, qui comprenait des questions de gouvernance, des questions de communication, d'autres questions connexes, mais qui, dans les faits, n'a été mise en œuvre effectivement que sur le plan sécuritaire. Aujourd'hui, quand on demande de faire le bilan, on vous dira le nombre de commissariats réhabilités, construits, le nombre d'effectifs de police, d'agents sécuritaires redéployés dans le centre du Mali. Alors que c'était 4 composantes, les 3 autres composantes ont été réduites à leur portion congrue avec une focalisation sur la réponse militaire. Donc oui, il y a eu de nombreuses initiatives avec beaucoup de moyens et de ressources humaines, financières déployées, mais le tropisme militaire a fait que ces réponses militaires, en fin de compte, n'ont pas permis de mettre fin à cette insécurité, parce que les facteurs sur lesquels prospère cette insécurité sont structurels et sont de plus en plus endogènes, tel que rappelé par M. Barr, pour reprendre ces termes, une nationalisation de la violence que nous on appelle endogénisation de cette menace-là. Voilà ce que je peux dire en termes de réponse et de l'analyse de ces réponses-là menées ou envisagées juste là. 8 ans après l'intervention française, la présence d'un MINUSMA, le crime d'hiver n'a pas visiblement réglé les problèmes. Monsieur Zabou, M. Barr, sur la question du dialogue avec les djihadistes, déjà la terminologie djihadiste, peut-être qu'on pourrait en parler. Est-ce qu'il faudrait uniquement discuter avec les djihadistes maliens? Bon, c'est une question complexe. D'abord, vraiment, M. Tunkara et Dakuno, ils ont quand même bien campé la problématique. C'est-à-dire le débat aujourd'hui sur le dialogue, il va falloir quand même qu'on se comprenne sur quoi il faudrait faire le dialogue. On en parle, mais au fond, nous oublions que nous avons eu un processus depuis 2012. Depuis que la crise a pris une tournure grave, sinon ce n'était pas 2012, mais 2012 c'est l'aboutissement. La réalité, c'est que nous n'avons pas de stratégie. C'est ça la vérité. Et les autorités maliennes ont des approches différenciées. Mais qu'entendez-vous par stratégie? Non, une stratégie de dialogue, c'est quoi? Et nous avons affaire à des groupes insurrectionnels variés, avec des motivations différentes. Il y en a qui partent sur le secteur de l'islam, qui disent que nous voulons implanter le djihad. C'est un groupe de djihadistes qui sont là encore, même entre eux, différents. Il y en a qui pratiquent un djihad défensif et d'autres un djihad offensif. Il y en a qui veulent gérer les localités en s'appuyant sur la légitimité et aller en course.
et donner des instructions. Il y en a qui disent que non, nous allons mettre en place notre système, notre corpus théologico-politique basé sur des connaissances historiques. Je parle par exemple du Dawlat al-Islamia qui s'est implanté jusque dans le centre du Mali, qui est originairement lié à Daesh. Et de l'autre côté, le groupe de la Katiba Massina qui est lié au Génim et à Gul. Donc le problème, les motivations. D'autres ont des motivations d'insurrection contre l'impunité, contre l'injustice, des procès qui n'ont jamais été tranchés depuis 100 ans. Et là, je vais vous sortir des choses très simples. On va parler des choses claires sur le terrain. Et quand vous rassemblez tout ça, dans un pays, on ne peut pas s'élever comme ça, on dit qu'on fait un dialogue. Il y a des préalables au dialogue. Pour moi, il y a des prérequis. Ces prérequis, quand vous prenez depuis 2012, notre parcours, c'est que nous avons développé chaque fois des séquences. Nous n'avons pas achevé nos processus. On a fait le pacte national en 2012. On a intégré des mouvements, on a engagé un processus derrière, mais on s'est retrouvé quelques années après, en 90, je parle de 90, pas de 2012, en 2006, à une 4e rébellion. Et là, tout le processus a été remis en cause, les gens ont abandonné l'armée, ils sont partis rejoindre les groupes. À un 3e niveau, en 2012, là, on a vu un effondrement de l'État et ce qui vient de dire tout de suite M. Dakono, une situation complexe avec une envergure internationale et puis une influence des groupes internationaux. Donc du processus du pacte national, on l'a abandonné et après on est parti à un dialogue en 2012 à Ouaga avec l'accord de Ouaga. Après on est parti à l'accord pour la paix et la réconciliation issu du processus d'Alger. Et qu'est-ce qui se passe? Au lieu de définir une stratégie où les Maliens disent, voilà nos prérequis, par exemple la question du débat doctrinal. Nous voulons discuter avec les groupes armés dits djihadistes. Sur quelle base? Parce que il y en a qui pratiquent un islam sur le terrain, peut-être qui ne correspond pas à notre islam que nous connaissons. Parce que nous sommes, d'une façon générale, dans l'islam malikite, qui est fréquent dans les pays du Sahel et du Maghreb. Mais n'oublions pas qu'il y a l'islam issu du Hanifa, la vision du Coran au Mazhabou Hanifa, Abu Hanifa. Il y a l'islam issu du Coran de Shafi'ou, il y a l'islam issu du Coran de Hanbala, Ahmad ibn Hanbala, et même Al-Bayti, c'est-à-dire c'est l'islam des chiites. Nous avons ça, c'est les 5 plus connus, mais il y a au moins une quinzaine dans le monde. Donc face à ça, si nous voulons faire un débat sur l'islam, il faut qu'on sache d'abord quel est le prérequis du débat que nous allons mener avec eux, quelle est la valeur ajoutée de nos éléments. Deuxièmement, le pluralisme juridique. Aujourd'hui sur le terrain, les djihadistes sont en train de gérer tous les conflits depuis 100 ans. Dans le centre du Mali, après 2015, les cadis, ils ont pris en compte tous les conflits liés aux ressources dans le delta. Vous savez, le delta est une poudrière. Il y a l'accès aux ressources naturelles, il y a les problèmes d'héritage, il y a les problèmes de succession, il y a les problèmes des pêcheries, il y a les problèmes des forêts naturelles, les droits, il y a les problèmes entre autochtones et allochtones. Ils ont appelé ces gens, ils ont géré, en tout cas selon leur vision, et ils ont établi un ordre juridique. Les cadis, je ne vous interromps pas, les cadis, les juges islamiques. Bon, ça c'est le deuxième niveau. Le troisième niveau est la question des destructions des villages. Aujourd'hui, si vous faites un tour d'horizon entre les zones du Seno et les zones du Delta et les zones exondées ouest-est, il y a plus de 300 villages et hameaux détruits, des biens emportés, des cases brûlées, des greniers brûlés. Ces gens, ils attendent. Et ces gens ont été les rejoindre. Ça, c'est le 4e point. Quel type de réparation? 5e point, il faudrait aussi voir aussi, de façon générale, quel type même d'État nous voulons mettre en place. Vous pensez que, parce qu'il y a un État à Bamako, parce que les gens rentrent dans les banques, ils prennent l'argent, parce qu'on rentre dans les Sotrama tranquillement, on va, on mange, on prend un peu de haricots, et puis on met un peu de pain là-bas, c'est terminé? Non, je vous en prie. Aujourd'hui, sur le terrain, et toutes les zones rurales, pratiquement, sont occupées par ces gens. C'est leur gouvernance, c'est leur mode d'action, c'est leur violence. Donc voilà un corpus d'éléments sur lesquels aujourd'hui un État stratège doit s'appuyer pour engager un dialogue. On n'engage pas un dialogue comme ça. Je termine en disant que l'Algérie a engagé ce qu'on appelle la concorde. Ils n'ont pas eu besoin d'ONG, je ne dis rien contre les ONG. Ils ont mis un système et puis ils ont engagé ces gens, ceux qui doivent être intégrés ont été intégrés, ceux qui ne veulent pas, ils ont engagé un combat meurtrier contre eux. La Mauritanie a engagé un débat doctrinal
Depuis 10 ans, ils ont retrouvé les djihadistes en prison, ils ont discuté avec eux, il y en a qui ont accepté, ils ont engagé des programmes locaux de développement. Nous, on a trop de stratégies. On a la stratégie du haut représentant du président de la République pour le centre du Mali. Et pour le Mali, le haut représentant du président de la République, qui est attaché à la présidence. On a le cadre de décision politique qui est rattaché au centre. On a 6 ministères qui travaillent sur le dialogue, des ministères de souveraineté. On a des organisations internationales dont vous connaissez, c'est pas la peine de les citer. On a des ONG nationales. On a des structures intermédiaires, c'est-à-dire ce qu'on appelle les structures locales, comme Terre pour la Coupe, Guinée-Douga. On a des structures endogènes. On a la communauté internationale avec plus de 10 organisations internationales. On a plus de 50 instituts de recherche depuis 2012 sur le Mali. Vous pensez qu'on peut travailler comme ça? Merci beaucoup. Voilà la situation. Merci pour tous ces éclaircissements. Docteur Poungara, la force aux militaires, à votre avis, est-ce que sera suffisant de mettre fin au djihadisme au Mali et dans la zone du Litapo-Douma, on pourra appeler la zone des 3 frontières. Sinon, quels sont les autres types d'interventions adaptées à la situation en complémentarité ou non de la solution militaire? Non, les réponses militaires sont indispensables, mais elles ne suffisent pas à elles seules. Pour preuve de 2012 à aujourd'hui, elles n'ont jamais cessé. Qu'elles soient conduites par l'armée malienne ou par les partenaires maliens, en l'occurrence la MINUSMA, la force d'affaires française, même la force commune G5 Sahel. Mais ce qui est important, s'agissant de comment élargir toute une gamme de réponses face à une menace aussi complexe, c'est tout évolutif. Si ça n'en qu'à la complexité, mais vraiment c'est le caractère évolutif qui a encore davantage compliqué la situation. Mais je pense que s'agissant de ces groupes radicaux violents avec le référentiel musulman, il me semble, avec eux seuls, les dialogues, s'ils sont sincères avec les textes, il est facile. Pourquoi il est facile? Si vous lisez le Coran, il y a 12 versets qui pourraient signifier djihad dans le Coran dans son ensemble. Et quand on prend ces 12 versets, on se rend compte qu'il y a quand même un certain nombre d'éléments qui font foi dans toutes les écoles doctrinales musulmanes. Par exemple, à Siyar, à Tarihi, ou à Siyar, ou à Maudoui. En fait, de façon simple, il y a ce qu'on appelle le contexte historique. Le contexte, c'est différentes versions ont été révélées. Il n'y a vraiment pas d'équivoque à propos. De même également, est-ce que ce sont des versets qui concernent l'ensemble de la Oumma, ou ce sont des versets qui ne concernent qu'une partie, donc circonstancielle? Il y a ce qu'on appelle Juzaï, Al-Kulli. Et je pense qu'en toute objectivité, quand on lit les différents enseignements qu'on a dans le Koufa, il y a la Ghali, même Sahrawi et d'autres, clairement, les réponses théologiques peuvent, en tout cas, contraindre ces explications. Parce qu'effectivement, l'argumentaire soutenu par ces différents groupes, théologiquement, on peut les déconstruire. Ça, c'est une évidence. Maintenant, toute la complexité de la question. Voilà, le référentiel musulman est brandi, mais derrière, il y a d'autres motivations. C'est ça le contexte malien, justement. Ce qui rend davantage plus compliqué parce qu'on a quand même endogénéisé, pour reprendre Baba, on a donné une dimension nationale à ces questions de la violence. L'armée fait de son mieux. Il est quand même important entre Maliens qu'on reconnaisse aussi que on a quand même une armée qui est difficilement acceptée dans sa configuration actuelle, dans ces endroits où on pourra aujourd'hui aux attaques terroristes, pour des raisons très diverses. Depuis le président Moussa Traoré aujourd'hui, certains éléments de force de défense et de sécurité ne s'étaient pas comportés de manière orthodoxe vis-à-vis de ces localités. Ces comportements orthodoxes dont ceux-ci ont fait l'objet continueraient aujourd'hui à faire l'objet d'étiquetage pour des éléments aujourd'hui qui n'ont même pas intégré les différents corps sous Moussa. Vous voulez parler d'exaction? Que ce soit les questions d'exaction, imaginons, on a quand même Bamako, on n'est pas Boni ici. Au terme de cette conférence, vous croisez le policier au carrefour. Entre nous ici, nous avons tous nos papiers en règle. Bon, on est quand même inquiet, il y a un problème. C'est ta vérité. Bon, enfin, beaucoup, après moi j'ai un papier en règle, les papiers sont en règle. Mais quand je croise un policier, ou quand un policier me siffle, je suis inquiet. Donc ça introduit la question de l'utilité de l'État. Je pense que
on parle de redéploiement de l'État, il faut vraiment ajouter systématiquement le redéploiement d'un État utile et redevable. Moi, je ne veux pas un agent de la justice qui me conçoit comme une marchandise. Je ne veux pas dans mon pays ou dans ma localité un élément de la garde nationale ou des eaux et forêts qui conçoit toutes ces femmes qui partent dans les différentes phares comme des marchandises. Je ne veux pas un médecin qui voit le patient comme un fonds de commerce. Voyez donc ce que vous dites que si nous ne travaillons pas sur ces questions qui me paraissent très dynamiques, ce n'est pas la France qui raquetterait au poste de contrôle de Ségou ici. Si vous partez juste à Ségou ici, à l'entrée, il y a quand même la police qui entre dans le véhicule. Tous ceux qui ne sont pas munis de leur pièce de leur identité, ils sont quand même raquettés. De même également, vous allez devant, il y a la garde nationale. Donc, vous dire que si nous n'apportons pas des réponses à ces dysfonctionnements internes, pas occulter non plus l'apport aussi de l'international dans les mêmes conflits. Merci beaucoup. Alors, Boba, je ne sais pas, tu parlais tout à l'heure de stratégie. Si on doit aller à ce dialogue, comment faudrait-il l'aborder, pour quel but? Je pense que, et là je crois que votre question résume un peu l'interrogation et l'inquiétude de M. Ba. Avant d'aller au dialogue, il faudrait s'accorder sur quelques préalables. Et le premier de ce préalable-là, c'est quelle est la finalité recherchée par rapport à ce dialogue-là. Puisqu'on est tous d'accord que les problèmes sont structurels, et les facteurs sur lesquels prospère l'insécurité ne peuvent pas être endigués, on ne peut pas y mettre fin à travers une réponse militaire. Et même là, je crois que Dr Tunkara l'a dit, c'est important de le rappeler, quand on parle de l'inefficacité de la réponse militaire, on a tendance à penser qu'on rejette la réponse militaire. Ce n'est pas un rejet de la réponse militaire, c'est que la réponse militaire, dans tous les cas, elle est insuffisante à elle seule. Elle doit être accompagnée d'autres types de réponses, puisque depuis maintenant presque une décennie, de janvier 2012 à janvier 2021, on aurait atteint une décennie de crise au Mali et plus largement dans le Sahel. On a tenté des réponses militaires, on a focalisé l'attention sur la question militaire, mais on n'est pas parvenu à mettre fin à cette insécurité. Et je pense que la première chose, c'est de comprendre que la réponse militaire à elle seule n'est pas suffisante, même si elle est parfois indispensable. Maintenant, sur les autres types de réponses, le dialogue, il doit être conçu comme une réponse complémentaire. Et il n'est efficace que quand il rentre dans une meilleure articulation avec les autres types de réponses, qui sont la prise en charge des questions de gouvernance. Et là, je veux peut-être rappeler quelques leçons et enseignements qu'on peut tirer de quelques accords locaux qui ont été obtenus à la suite de discussions, justement avec les groupes qualifiés de terroristes, à l'initiative des communautés qui ne vivent pas la même tranquillité que nous ici à Bamako ou dans la plupart des grandes villes et qui sont obligés d'avoir ces discussions avec ces groupes pour le minimum vital, pour avoir une activité économique. Et je crois que les acteurs humanitaires également ont ce type de discussion pour avoir l'accès humanitaire à certaines communautés qui sont dans le besoin. Donc tout ça pour dire que c'est pour ce dialogue-là, même si on l'envisage d'un point institutionnel national aujourd'hui, n'est pas nouveau. Les communautés tout le temps discutent avec ces groupes qui sont les véritables maîtres du terrain, maîtres des lieux, qui pour avoir l'accès aux foires, qui pour avoir l'accès humanitaire, qui pour pouvoir exercer son activité économique. Et l'une des leçons qu'on tire de ces différents accords locaux, c'est que d'abord, les discussions ont lieu en trame de fond, en rejetant ou en pointant du doigt la responsabilité de l'État qui lui est absente. Tout le monde se met d'accord, ok, non, ça c'est la responsabilité de l'État, il faut que ça soit pris en charge, il faut que ça soit pris en compte. C'est soit, dans le rare cas, la responsabilité de la collectivité, qui sont dans tous les cas démunis face à l'ampleur du problème. Par collectivité, je pense aux maires et aux différents conseillers qui d'ailleurs sont soit en déplacement, mais quand même dans tous les cas sont démunis. Je ne pense pas qu'ils aient les moyens aujourd'hui pour faire face à l'ampleur de la demande qu'on observe dans ces communautés-là. Donc cet enseignement, c'est que l'État est un acteur clé, puisque sa responsabilité est limitée, et je crois que je le disais tantôt, il y a un rejet de cet État-là. Et ce n'est pas le rejet de l'État en tant que tel, c'est le rejet du modèle de gouvernance.
c'est le rejet du modèle de justice, c'est le rejet du modèle de distribution des services sociaux. Et aussi, c'est le rejet de certaines pratiques locales, il faut le dire aussi. Nous sommes également dans des communautés des communautés très hiérarchisées où la stratification sociale n'est pas acceptée par tous. L'arrivée des groupes extrémistes violents a été perçue par certains comme une opportunité d'inverser, de renverser cet ordre social-là. C'est aussi des questions qui existent et c'est des questions qui doivent également être prises en compte dans la perspective des dialogues. Mais le plus important, c'est de se dire, on va dialoguer pourquoi? Et donc, quelle est la finalité recherchée? Et je pense que dans tous les cas, que ce soit du point de vue des leaders de ces groupes-là, parce que quand on discute avec eux, on veut que la charia soit appliquée. La question, c'est pourquoi que la charia soit appliquée? Et là, on se rend compte que, parce que l'application de la charia nous permet un meilleur accès à la justice, en tout cas une justice qui est plus acceptée que celle qui est offerte aujourd'hui dans le cadre de l'État moderne que nous connaissons. On veut un meilleur accès à certains services sociaux. On veut une équité entre les différentes composantes de la société. Et c'est de leur point de vue tout ce que la charia permet. Donc, même la demande, la bannière de la charia ou d'un islam rigoureux, en fait, ne vise en toile de fond qu'une meilleure gouvernance. Et quand on vient, ça c'est le niveau des leaders, quand on vient au niveau peut-être de la base combattante, on a eu la chance de discuter avec un milieu depuis 2016 dans le cadre du processus de recherche. On se rend compte que les logiques d'engagement dans les groupes sont multiples. Il y a les questions de protection, il y a le rejet de l'ordre social. Je sens votre souffle chaud. Je vais peut-être terminer tout de suite parce que c'est important. C'est aujourd'hui le débat qui manque. Le débat est resté figé aujourd'hui sur dialoguer ou non. D'une part, ceux qui pensent qu'il faut dialoguer et d'autre part, ceux qui pensent qu'il ne faut pas dialoguer. Je pense que c'est important également que ces questions de fond soient soulevées et qu'on puisse en discuter. Je suis aussi conscient que ce cadre très limité ne permet pas de vider ce débat de fond, mais je vais terminer en disant que du point de vue de la base combattante, les logiques d'engagement sont multiples. Elles partent du désir de protection au rejet de l'ordre social. Ce sont ces éléments-là qu'il faut prendre en compte pour concevoir l'approche du dialogue. Et ça ne doit pas être perçu comme une discussion avec Iyad Agali ou Amadou Koufa, mais le dialogue doit être perçu comme une discussion sur le modèle de gouvernance, le contrat social entre l'État et toutes les communautés. Et ce point de vue, c'est un dialogue, eux par le haut, donc les leaders des groupes, mais également un dialogue par le bas, toutes les communautés, y compris celles qu'on considère aujourd'hui comme des parias. Merci beaucoup, Baba Dakou. Je rappelle qu'on a juste le temps d'une mi-temps de football, 45 minutes sur cette première partie, donc il ne nous reste pas beaucoup d'étapes. Je ne sais pas, les groupes pourraient dire non au dialogue, et même si certains y adhèrent, garantir l'effectivité des potentiels accords qui seront obtenus. Quand on sait par exemple qu'à Farabougou, un tel accord obtenu a été obtenu donc avant d'être rompu. Bon, franchement, la question a été très bien expliquée par M. Dakoulou. Moi, je pense qu'aujourd'hui, vraiment la question essentielle, c'est quels sont les moyens du dialogue. Il y a eu plusieurs dialogues dans le pays, on a noté. Il y a des dialogues au niveau local avec les ONG qui ont été menés, des dialogues institutionnels. Il y en a il y a plus de 30 accords dans le centre du Mali. Mais la question est beaucoup plus complexe que tout ça. Vous avez parlé de Frabou. Ça, ce n'est qu'un échantillon. Mais pourquoi ne pas trouver un niveau d'abord superstructure du dialogue pour voir, parce qu'on a affaire à des gens, des acteurs, des groupes, on voit des têtes. Et il y a aussi ceux qui soutiennent les têtes en bas. Et les gens disent toujours Koufa et Iyad. Mais les gens oublient qu'il y a beaucoup de gens qui sont rentrés dans cette affaire pour des raisons de communauté, des raisons de conflits non gérés, des raisons de situations sociales non gérées, des raisons de relations de pouvoir, des raisons de remise en cause de la gouvernance. Donc, avant d'arriver à Farabougou, il est bon qu'on voit quel est le niveau qui permettrait aujourd'hui de trouver un consensus national. C'est ça le problème dans notre pays. Depuis 20 ans, on n'a pas défini ce cadre, soit des acteurs moraux, comme certains l'ont. Il y a des pays qui ont des référents moraux. Le Moro là-bas au Burkina Faso, je donne l'exemple. Il y a des pays qui ont mis un État avec des institutions et des références de médiation.
de l'État. Donc ici, on n'a pas une unité d'action pour dire voilà notre référence au niveau de l'État. Voilà notre référence au niveau des autorités morales. Tout récemment, il y a eu le collège des leaders religieux le mois de juin. Les Maliens ont vu l'imam Mahmoud Diko, le shérif Madani Hadjara, le cardinal Jean Serbo, le révérend pasteur Yatara, les familles fondatrices. Moi qui vous parle personnellement, je me suis impliqué et à travers l'imam qui a pris cette initiative. Mais je vous assure que si cette initiative avait pu être mise en œuvre sous forme de plan d'action, on aura au moins un collège d'acteurs au niveau de la superstructure, parce qu'aujourd'hui on ne peut pas mobiliser dans le pays plus que ces gens, en termes de niveau élevé d'acteurs moraux. Il n'y en a pas. Et ce n'est pas parce qu'il n'y a pas d'initiative à la base. Il y a beaucoup d'initiatives. Si vous regardez, il y a même trop d'initiatives. Et les acteurs, même sur le terrain, qui vous disent eh bien, écoutez, comme vous avez trop d'initiatives, nous, si on n'est pas pressés, on vous attend. Si aujourd'hui, on doit aller à Farabougou, on a géré un moment un problème à Farabougou. À Farabougou, le Haut Conseil islamique a géré la calmie pour que les communautés puissent revenir ensemble, qu'on puisse aller au champ. Mais le gros problème, c'est que le droit applicable n'a pas été clairement défini. Il y en a qui se réfèrent aux groupes armés djihadistes, il y en a qui se réfèrent aux milices locales. Donc très vite, on a vu la divergence. Parce que comme ce n'est pas un dialogue large, c'est-à-dire comme Algérie, il y a la communauté internationale, il y a le Mali, il y a les pays voisins, ici c'est des négociations secrètes, avec les maîtres des lieux, avec des conditionnalités. Ça, c'est des éléments. Donc, à mon avis, il faudrait qu'on définisse la stratégie pour terminer. Le deuxième point, qu'on ait des référents. Troisièmement, qu'il y ait un consensus des Maliens. Est-ce que l'armée est d'accord sur ce dialogue? Les militaires qui ont été tués sur le terrain. Est-ce que la communauté internationale est d'accord? Vous avez vu la position de certains partenaires comme la France. Parce qu'ils disent qu'il y a quand même il y a des acteurs internationaux avec lesquels on ne peut pas discuter. Il y a aussi, même ici, au niveau de Bamako, la classe politique, la divergence. Donc, on n'a pas un consensus national qui nous permet de dire aujourd'hui, nous, au Mali, voilà notre approche, voilà ce qu'on veut résoudre dans 10 ans, dans 15 ans. Nous sommes dans des calculs, nous sommes dans des situations vraiment difficiles parce que l'État a sa vision, les communautés ont leur vision, les acteurs politiques ont leur vision, la société civile a sa vision, les ONG ont leur vision, et vous voyez ce que ça donne dans un pays. Merci beaucoup, M. Ba. Alors, on va terminer le table avec vous, docteur Kouikara. Qu'est-ce qu'on peut espérer du dialogue? Vous avez 5 minutes pour clé cette première partie. Non, je pense que le dialogue, il faut quand même le rappeler, il a été exprimé comme besoin vital par des Maliens conduits par les différentes assises, notamment la conférence internationale et également les différentes recommandations formulées à l'issue du dialogue national inclusif. Et le choix, il est pertinent. On a vu dans aucun pays l'action terroriste, on est arrivé à son terme par des seules réponses militaires. Donc, qu'on les déclenche aujourd'hui ou pas, on finira toujours par dialoguer. La particularité du camp malien, c'est cette multitude d'acteurs de la terreur. Les interprètes de la violence sont tellement pluriels, au-delà de la pluralité, ils sont complexes et évolutifs. Ouais. Lundi, ils sont avec la plateforme, les mardis, ils sont avec la coordination du mouvement de la Zawad, les mercredis, ils sont avec Al-Qaïda, le jeudi, ils sont avec les tests. Ouais, donc, c'est pour vous dire combien, dans le contexte malien, il y a vraiment il y a de la graine en moudre en toute objectivité. Maintenant, je pense que, prime abord, avant de déclencher une telle offre de dialogue substantiel, il serait bon de cartographier les différentes poches de violence. Ça, c'est le travail qui n'est pas fait d'abord. Quelles sont les recettes à proposer pour Frabou? Parce que ce qui pourrait être une solution à Frabou peut ne pas l'être à Ouagadougou, peut ne pas l'être à Gao, peut ne pas l'être à Souboundou. Ouais, donc je trouve qu'il est extrêmement important de sortir des recettes toutes faites. Il y a tout un travail préalable d'identification d'abord des différentes poches d'insécurité, les acteurs qui sous-tendent cette insécurité, l'interaction entre les acteurs. Une fois que tout cela est connu, il me paraîtrait, effectivement, c'est à partir de cet instant qu'on peut effectivement dire voilà
la vision du Mali du dialogue avec tous les entrepreneurs de la violence, y compris les groupes de défense. Mais vous ne pouvez pas décréter, heureusement que l'État a démenti, réunir tous ces groupes sous la bannière du Haut Conseil islamique, c'est quand même trop réducteur. Imaginons. Le Haut Conseil, c'est pour juste faciliter? Non, le Haut Conseil islamique, en fait, le fait même, je ne suis pas tout contre le Haut Conseil islamique, mais le fait de désigner le Haut Conseil islamique pour déclencher un tel dialogue avec les entrepreneurs de la violence est un témoignage éloquent de la méconnaissance des dynamiques conflictuelles et surtout un témoignage aussi, si vous voulez, marqué de la méconnaissance même du Haut Conseil en question, parce que les gens sont au sein du Haut Conseil majoritairement pour des questions d'obédience religieuse. Ils sont là-bas non pas parce qu'ils ont une connaissance avérée de la théologie musulmane, parce qu'ils sont de la Tijaniya, ils sont de la Fadria, ils sont des Chihuahuas. Lorsqu'une organisation chrétienne est constituée sur des bases scientifiques, ce n'est pas évident qu'on confie un tel travail aussi multiplié. Mais je pense qu'il faut quand même le reconnaître. Le dialogue qui est indispensable. On a vu avec l'Afghanistan, avec la Syrie, avec l'Irak, aucun pays, les réponses militaires à elles seules ont pu mettre un terme à l'action violente perpétrée au nom des Français musulmans. Mais le camp malien, je le répète, il n'est pas que religieux. Il est économique, il est anthropologique, il est même géopolitique. On ne peut quand même pas nier non plus aussi. Dans les 40 secondes. À 40 secondes, voilà. Donc, pour dire que, attention, le choix du dialogue est à saluer, les approches et les méthodes qui doivent guider ce dialogue avec les groupes radicaux violents nécessitent effectivement une réunion d'expertise, laquelle réunion d'expertise doit évoluer également sous la coupole des acteurs neutres, pas que religieux, comme le Haut Conseil islamique. En tout cas, merci beaucoup pour toi, Papa Louis. Nous sommes au terme de cette première partie.